C'est parti, bonjour à tous, à toutes et à tous pour cette dernière web conférence de l'année 2018. Donc, nous avons choisi à nouveau le sujet de la réalité virtuelle, puisque lors de la dernière conférence du mois de novembre, vous avez été nombreux à nous poser des questions sur l'utilisation de ces usages, de ces technologies dans le cadre d'une formation à des compétences, on va dire soft, des compétences comportementales. On parle beaucoup de soft skills en ce moment. Donc, du coup, la dernière fois, nous avions vu l'usage au profit de métiers techniques, l'acquisition de compétences techniques avec les cas de Orange et de Renault. Donc là, aujourd'hui, en fait, nous allons vous présenter deux retours d'expérience. Tout d'abord, en fait, dans le cadre de Pôle emploi, sur l'Emploi Store, Marion y reviendra et vous détaillera un peu le contexte. Dans le cadre d'une utilisation liée à un entretien d'embauche. Et puis, deuxièmement, en fait, dans un autre domaine, dans le domaine bancaire, avec un témoignage du CFPB qui est accompagné de Stras, du groupe Stras, et qui a témoigné sur ce sujet. Donc voilà, sans plus tarder, je vais passer d'abord la parole à Anne Marlex qui va vous présenter son projet. À toi. Oui, bonjour. Je ne sais pas si on m'entend en fait, parce qu'on a eu quelques soucis de connexion. J'ai de plus quelques soucis de voix ce jour. Donc je suis avec Axel Azoulay, qui est ingénieur pédagogique chez Stras et qui va peut-être me donner un coup de main. Je la remercie par avance, un coup de main un peu de dernière minute relatif Ok. cette exposition de Du voix. coup, excuse-moi, parce que sinon on peut commencer par Pôle emploi, en fait. D'ailleurs, si on avait le temps que tu fasses Oui. le On oui, peut, on peut ok, commencer allons-y. par le CFTB, il n'y a pas de problème, oui, oui. Euh, Oui, pour l'ordre des slides, Loïc, il vaut mieux que ce soit Marion qui démarre. Allons-y. Alors, vas-y, Marion. C'est à toi. Ok, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc aujourd'hui, je vais revenir pour vous présenter l'application mobile que nous avons développée, qui est mon entretien d'embauche et qui peut se réaliser en réalité virtuelle. Donc je vais revenir un petit peu sur des éléments de contexte, pourquoi on a souhaité développer ce type d'applicatif. Donc aujourd'hui, on le sait, notre monde du travail, il est en pleine transformation, en développement du numérique, que ce soit dans les usages. Et Pôle emploi, donc on a lancé depuis déjà juillet 2015 notre plateforme Emploi Store, que vous devez sûrement connaître. Donc elle regroupe aujourd'hui 315 services digitaux, donc autour de l'emploi, également la formation, la reconversion, la création d'entreprises et aussi de nombreux services autour de l'international. L'objectif, c'est de donner des outils, des services digitaux pour les demandeurs d'emploi, les actifs, les étudiants, les salariés actifs, je l'ai dit. Voilà, pour retravailler soit des techniques de recherche d'emploi, un projet professionnel ou de reconversion. Donc, je travaille à la direction expérience et utilisateur du digital et nous jouons un rôle de veille sur tout ce qui va être technologie et on accompagne également le développement de tous ces services digitaux et également tout ce qui va toucher également à la data et à l'innovation. Et notre équipe a identifié donc la réalité virtuelle comme une technologie qui pouvait s'inscrire dans une démarche de professionnel de retour à l'emploi. Donc depuis son lancement, nous avions un service qui était un simulateur d'entretien, vraiment pour se préparer sur le web à l'entretien d'embauche. Le service, il est énormément plébiscité par les utilisateurs et il a beaucoup évolué depuis sa création. Il est arrivé en même temps que l'Emploi Store. Et donc il s'est décliné sur plusieurs métiers et on peut aujourd'hui également, grâce au simulateur d'entretien, qui est vraiment une version web, également s'entraîner dans une langue étrangère. On peut le faire en anglais, on peut le faire en allemand.
et le simulateur va également s'adapter au code culturel du pays, c'est-à-dire qu'on ne va peut-être pas avoir les mêmes questions suivant qu'on postule en Allemagne ou en France. Donc pour compléter en fait cette offre de service qui était vraiment complète et pour avoir une expérience encore plus immersive, nous avons souhaité développer un service en réalité virtuelle, donc qui est Mon entretien d'embauche. Il est disponible sur l'Emploi Store depuis le mois de janvier. Donc je vais revenir rapidement sur la réalité virtuelle, c'est quoi? Donc ça permet vraiment un niveau d'immersion inédit. Donc la réalité virtuelle, c'est l'ensemble des technologies qui permettent d'immerger complètement l'utilisateur dans un monde fictif. Donc on l'a vu que ça a été décliné plutôt autour du jeu. Nous, on a vraiment souhaité le décliner vraiment dans un cadre professionnel. Donc dans le cadre de la réalité virtuelle, l'utilisateur peut déplacer sa tête, son regard à 360 degrés. Il peut interagir avec le monde virtuel en utilisant ou non la reconnaissance vocale, ce qui est le cas avec notre service. On peut également effectuer certains gestes et se déplacer dans l'univers virtuel. Au niveau du matériel, donc pour accéder au service, il faut télécharger l'application mobile, donc disponible sur les stores et le site Emploi Store, et il faut être muni d'un casque de réalité virtuelle. Donc aujourd'hui, on va retrouver deux types de casques. On va retrouver ce qu'on appelle les cardboard. Ça, ce sont des casques qui permettent d'utiliser directement le téléphone, c'est-à-dire que vous glissez votre téléphone portable dans l'un des casques que vous voyez et vous pouvez lancer le service. Et après, on a également des casques plus haut de gamme, mais là, c'est pour aller sur un autre type de technologie réalité virtuelle, où là, c'est directement relié à un ordinateur. Donc là, aujourd'hui, pour mobiliser le service Mon entretien d'embauche, on peut vraiment passer par des casques qui peuvent aller de minimum 5-10 euros jusqu'à 70 euros. On trouve aujourd'hui une offre assez abordable. Ce qui est important avec les casques aujourd'hui, c'est surtout les lentilles qui vont être... comment les casques sont munis, c'est-à-dire qu'ils ont des lentilles. C'est ça qui permet du coup d'avoir... l'immersion en réalité virtuelle. Et il faut également que les téléphones soient assez récents, c'est-à-dire qu'ils soient équipés de ce qu'on appelle un gyroscope. Voilà pour le matériel. Donc le service, Mon entretien d'embauche en réalité virtuelle. Nous l'avons développé avec Manzalab. C'est la société partenaire avec laquelle nous avons travaillé. Donc la société nous a accompagnés dans le développement et notamment pour travailler la partie de l'approche pédagogique parce que elle va s'appuyer sur ce qu'on appelle la théorie des 4 piliers de l'apprentissage qui sont l'attention, l'engagement actif, le feedback immédiat et la consolidation. Alors en fait l'attention, quand on est sur un exercice en réalité virtuelle, on est tout de suite dans le service, dans la découverte et on va vraiment aller tester. Et là, du coup, on va directement répondre à des questions et on va vraiment être actif dans son entraînement. Et à la fin, on va avoir tout de suite un feedback, un retour sur ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et ça, le fait de faire en direct et d'avoir directement un retour, ça va permettre d'apprendre plus rapidement de ses erreurs. Et là, ça va vraiment permettre d'ancrer les apprentissages. Donc c'est quelque chose qu'on a remis en place pour l'entretien d'embauche en réalité virtuelle. On s'est vraiment appuyé sur cette pédagogie. On va rentrer maintenant dans le cœur du service, c'est-à-dire son contenu, ce qu'on y trouve. Donc c'est vraiment un service qui permet vraiment de s'entraîner aux entretiens d'embauche, parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est une des premières sources de stress des publics qu'on peut rencontrer à Pôle emploi, vraiment la préparation aux entretiens. Alors, au niveau du service, donc la personne, une fois qu'elle va avoir téléchargé l'application, donc elle peut choisir ce qu'on appelle son avatar, un personnage. Donc on en a 4 différents. Donc on va avoir un homme senior, un homme jeune, une femme jeune et une femme senior. On a vraiment décliné sur 4 types de profils.
Ensuite, l'utilisateur peut choisir le métier sur lequel il souhaite s'entraîner. Donc là, aujourd'hui, au niveau des métiers possibles, nous avons le métier de comptable, métier de commercial, assistant de direction, chauffeur-livreur et manutentionnaire. Donc on peut vraiment s'entraîner sur une palette de métiers assez diverses. Avant de lancer le service, donc une fois que vous avez choisi votre personnage, que vous avez choisi le métier sur lequel vous souhaitez vous entraîner, vous allez pouvoir du coup personnaliser votre CV. Donc vous allez quand même avoir, pardon, je l'ai pas dit, mais accès à l'annonce, c'est-à-dire qu'il y a une annonce qui est diffusée, comme dans la vraie vie. Donc elle s'adapte. Voilà, vous allez avoir tous les critères, par exemple si c'est pour le métier d'assistant de direction, les conditions d'expérience, le niveau de diplôme, s'il y a des choses requises, parler l'anglais par exemple. Et donc, avant de rentrer dans le service, vous allez pouvoir, en tant qu'utilisateur, personnaliser votre CV. Donc, comme ça, l'entretien va pouvoir s'adapter. C'est-à-dire choisir que vous avez le niveau peut-être inférieur demandé par l'employeur ou que vous n'êtes peut-être pas expérimenté mais que vous êtes débutant, si vous maîtrisez ou non une langue étrangère. Donc là, vous pouvez vraiment personnaliser le CV. Et ensuite, donc vous allez avoir accès à une fiche de l'entreprise qui va présenter l'entreprise, la culture d'entreprise, les activités, le nombre de salariés, l'équipe et des informations également sur la personne qui va vous recevoir. Donc là, une fois que vous lancez le service, vous allez vraiment entrer dans les conditions d'entretien. Avant d'arriver sur l'entretien d'embauche, vous allez avoir un rendez-vous avec un ami dans un café, en fait, où vous allez avoir quand même un premier échange et des premières questions sur la préparation. C'est-à-dire, avez-vous bien étudié l'itinéraire? Avez-vous prévu une marge de temps pour arriver à l'heure? Voilà, toutes les questions en fait d'organisation, voilà, qui permettent déjà de se préparer à l'entretien en amont. Et ensuite, donc vous arrivez au rendez-vous directement avec le recruteur. Et là, donc vous allez avoir toute une série de questions, plus ou moins classiques, enfin vraiment les questions phares qu'on va vous poser lors d'un entretien. Et là, vous choisissez de répondre. Donc soit vous pouvez échanger directement vocalement, c'est-à-dire vous utilisez du coup la reconnaissance vocale, ce qui permet vraiment de parler comme si vous étiez en entretien. Si vous ne souhaitez pas utiliser la reconnaissance vocale, vous pourrez sélectionner, vous avez la question et des réponses à choix multiples, pardon. Et là, c'est vraiment avec un pointeur en fait au niveau des yeux et vous choisissez en fait la réponse qui vous semble la plus adaptée par rapport aux questions du recruteur. Donc une fois que vous avez mené l'entretien de bout en bout, vous arrivez à la fin de la simulation et vous allez avoir le retour d'un coach, en fait, un coach virtuel qui va vous donner une note globale sur 3 axes. Donc la conduite de l'entretien va être évaluée, la communication et le marketing de soi. Donc l'utilisateur a accès à un bilan détaillé, ça reprend vraiment l'ensemble de toutes les questions et réponses qui ont été abordées et qui indiquent pour chacune d'elles pourquoi cette dernière était adaptée ou non, et ça propose également des axes d'amélioration. Donc après, l'entretien, il peut vraiment être rejoué à sa guise, on peut le tester sur différents métiers, sur différents avatars. C'est-à-dire que si vous choisissez un homme senior, les questions ne vont peut-être pas être les mêmes qu'une femme jeune, par exemple. Donc vraiment, le service va s'adapter en fonction du métier et du personnage que vous avez choisi. Je vais également vous redonner quelques chiffres par rapport à ce service. Donc nous avons donc 2 types de services. Donc le simulateur dont je vous ai parlé, qui est vraiment dans une version web. Donc il est vraiment en ligne depuis le lancement de l'Emploi Store. Enfin, l'Emploi Store a été lancé en juillet 2015. On avait le simulateur à la même date. Il fait partie donc depuis sa mise en ligne des top 10 des services de Pôle emploi les plus utilisés. Et on a plus de 89 000 utilisations et il est vraiment très bien noté par les utilisateurs, le service simulateur. Et pour une expérience encore plus immersive, voilà, on propose également l'entretien d'embauche en réalité virtuelle. Il est disponible depuis janvier 2018 et aujourd'hui
aujourd'hui, on est à plus de 1700 téléchargements sur les 6 premiers mois. Donc je n'ai pas, excusez-moi, les derniers chiffres, car la chef de projet qui a travaillé sur le service est en congé maternité, donc je n'ai pas les chiffres à jour, mais j'imagine que les téléchargements ont beaucoup augmenté et on a aujourd'hui une belle note utilisateur, il est noté 4 sur 5. Donc là, nous, l'objectif, c'est de continuer à expérimenter le service en entretien virtuel, l'entretien d'embauche. Et actuellement, nous expérimentons en fait sur 2 régions le fait d'intégrer ce service dans nos ateliers collectifs, parce qu'on a des ateliers en agence et chez nos prestataires pour se préparer à l'entretien. Et l'objectif, c'est qu'on puisse justement le faire sous format atelier collectif et que les personnes puissent venir directement s'entraîner en agence avec des casques de réalité virtuelle pour vraiment les sensibiliser aussi à ces nouvelles technologies, ces nouveaux outils et leur offrir une expérience vraiment immersive. Et nous menons actuellement d'autres expérimentations autour de la réalité virtuelle. À venir, on va avoir des tests en 2019 également sur vraiment un parcours d'emploi autour de la réalité virtuelle, c'est-à-dire autour de la découverte métier. C'est des choses que nous avons déjà menées l'année dernière à Pôle emploi et on souhaite le déployer à plus de métiers pour la découverte, pour sensibiliser vraiment les gens à des métiers par exemple en tension. Et également sur tout ce qui va être évaluation de compétences, mettre à disposition la réalité virtuelle et d'aller même jusqu'à ce qu'on appelle la méthode de recrutement par simulation, donc là vraiment pour aider les entreprises à recruter. Pour clôturer, si vous souhaitez suivre l'actualité d'Emploi Store et de tout ce que nous faisons, nous avons une page Facebook qui s'appelle Emploi Store. Nous avons également un compte Twitter, Emploi Store, que je vous invite à suivre. Et nous avons également une chaîne YouTube, pareil, qui va représenter un petit peu tout ce que nous faisons au niveau de l'Emploi Store, mais pas que, tout ce que nous faisons également en termes de démarche d'open innovation et autour de la data. Je vous remercie. J'ai pas vu trop de questions arriver là, mais du coup, juste avant de passer à notre seconde partie, je vais en poser une qui m'est venue en écoutant. Donc en fait, du coup, on voit que c'est un service qui a été proposé d'abord en ligne pour une utilisation finalement seule en ligne, voilà, et que vous l'amenez maintenant dans vos agences, finalement une utilisation en présentiel, c'est-à-dire que le numérique va irriguer finalement le monde réel ou enrichir les prestations proposées, on va dire, en présentiel en agence. Qu'en pensent les conseillers? Comment ils prennent ça en main? Quel type d'accompagnement vous avez mis en place pour finalement diffuser ça dans vos agences? Alors, nous, c'est vrai qu'on a aussi une mission vraiment à la direction où je travaille vraiment d'acculturation. Donc, on a présenté tous ces services auprès des agences, c'est-à-dire qu'on va en région et dans chaque agence, on a ce qu'on appelle des ambassadeurs du numérique, du digital. Donc, justement, eux, nous, on les sensibilise vraiment et c'est eux ensuite derrière qui font la promotion, qui sensibilisent. Donc après, nous, on vient également avec le matériel et on fait réellement l'exercice avec les conseillers pour qu'ils puissent se l'approprier et ensuite qu'ils puissent le déployer. Après, le service, il est vraiment bien conçu. Les consignes, elles sont très autoporteuses. Donc, il y a une fois que le service est pris en main, il se déploie assez facilement et au final, l'accompagnement, il est assez léger auprès des collègues. Pour l'instant, donc, je vous dis, on est vraiment sur une phase de test. Elle a démarré il y a à peine quelques semaines sur ces régions Pays de la Loire et Guadeloupe. On n'a pas encore les premiers retours, mais en tout cas, c'est plutôt très bien accueilli par le réseau. C'est une solution, oui, qui enrichit, comme vous disiez, notre offre de service. Elle se substitue pas à tout, elle Merci. complète. Peut-être une autre question, un peu en lien avec les questions qui nous sont posées habituellement sur ce genre de sujet. Enfin, une fois qu'on a mis en place une solution de ce type-là, Sales Game en ligne, pour passer à la version VR, enfin réalité virtuelle, ça a pris combien de temps? C'est un peu l'ordre de grandeur du budget, en fait, parce que du coup, vous avez doublé la mise par rapport à la version initiale ou pas? Ou c'est quel est l'ordre de grandeur et combien de temps il faut pour mettre en place ça?
Alors, c'est une très bonne question. Moi, je ne vous cache pas que je n'étais pas là au début du projet et je ne suis pas non plus la chef de projet sur l'entretien d'embauche. C'est Églantine Hector, ma collègue, qui est en congé maternité. Donc après, pour moi, ça a été de l'ordre, enfin, le développement du service, il a été de quelques mois environ. Alors après, je n'ai vraiment aucun élément de budget à vous communiquer là aujourd'hui, mais c'est des choses que je peux vous redonner ultérieurement avec plus de détails sur voilà combien de temps ça a duré pour mettre en place tout ça et des éléments un petit peu de budget. Mais là aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Dernière question, du coup, en fait, les points de vigilance ou les difficultés quand on veut déployer ça à grande échelle, en fait, dans un réseau comme le vôtre, en fait. Bah, les points de vigilance, c'est vraiment d'être vigilant sur voilà, est-ce que nos collègues ont bien se sont bien emparés du sujet, est-ce qu'ils ont bien compris à quoi servait le service, et surtout c'est aussi également l'équipement. Voilà qu'on va pouvoir proposer en agence et l'équipement de casque et également de téléphone parce qu'il faut vraiment qu'on soit sur vraiment des téléphones de dernière génération avec le fameux gyroscope. C'est surtout là le point de vigilance. Nous, c'est vraiment en termes de matériel où on va faire attention que les collègues soient dans les meilleures conditions pour pouvoir animer leurs ateliers. On a bien compris le rôle des ambassadeurs et l'importance des équipements. Est-ce que vous avez des salles dédiées par rapport à ça, du coup? Oui, on a dans chaque agence, nous avons des salles d'ateliers qui sont dédiées donc à des ateliers classiques, collectifs. Mais après, on peut très bien, on utilise ces salles d'ateliers pour la réalité virtuelle. Parce que là, le service qui est de l'entretien d'embauche, il nécessite peu de place en fait. C'est-à-dire qu'en plus le test se fait vraiment assis. C'est-à-dire quand même, on évite de faire le test debout. Parce que ça peut avoir des fois donné un petit peu la nausée, etc. Le temps qu'on s'habitue également à la réalité virtuelle, des fois on peut mal supporter. Et ça, c'est un service qu'on invite à faire assis. On n'est pas dans la réalité virtuelle où vous allez avoir un casque, par exemple, connecté à un ordinateur et où vous allez avoir des manettes, où là, vous allez avoir des gestes à reproduire dans un environnement où là, on va avoir des conditions où il faut, oui, qu'on ait 9 mètres carrés, par exemple, d'espace pour pouvoir réaliser le test. Donc là, une chaise, une table, ça suffit en fait pour mener à bien l'atelier. S'il y a d'autres questions qui arrivent au fil de l'eau, on reviendra vers toi, du coup, Marion. Donc, allez-y, Gilles et Anne, c'est à vous. Très bien. Oui, bonjour, Gilles Mathia. Donc, je suis directeur recherche et développement au CFPB, le Centre de formation de la profession bancaire. Avec Anne Marlex de la société Strass, donc qui nous a accompagnés dans le développement d'outils, nous avons développé et nous allons vous présenter en fait ce qu'on appelle le pass omnicanal au CFPB. Le pass omnicanal, en fait, c'est une session de formation destinée aux conseillers bancaires pour les former à l'utilisation de l'omnicanal et à enrichir l'expérience client dans les espaces dits phygitaux. Je vais commencer par vous présenter la première partie de ce dispositif de formation, de ce pass omnicanal, et puis je passerai la parole à Anne pour vous présenter la deuxième partie qui intègre donc l'utilisation d'un serious game. Donc tout d'abord, au niveau du CFPB, on a une volonté d'accompagner donc la transformation digitale des banques, puisque actuellement, comme vous le savez certainement, l'ensemble des réseaux bancaires subit une mutation, se transforme pour être à la fois plus près des clients et d'augmenter l'expérience client à l'image de ce qui se fait dans l'ensemble de la distribution, que ce soit la distribution de services ou de produits. Donc nous, au niveau du CFPB, on a aussi la volonté aussi de transformer nos dispositifs de formation, d'intégrer le digital et de faire évoluer l'expérience formation à nos différents stagiaires.
Un axe de développement fort, c'est de proposer de nouvelles modalités pédagogiques et de la formation dite expérientielle, c'est-à-dire de faire vivre des situations professionnelles à nos stagiaires lorsqu'ils sont en salle. Et pour cela, donc, l'idée est de s'inspirer de ce qui est fait sur de la formation technique, hein, avec l'utilisation de plus en plus, comme on l'a vu la semaine dernière, enfin le mois dernier, pardon, au niveau de cette webconférence, d'utiliser de plus en plus en fait d'outils en réalité virtuelle, de dispositifs immersifs, hein, de simulateurs, de dispositifs immersifs au niveau de nos stagiaires, même si pour justement former à des soft skills ou à de l'entraînement commercial. Là, ce qu'on souhaite faire dans ce dispositif, Pass Omnicanal, en fait, c'est d'utiliser ces outils de réalité virtuelle et ces outils immersifs dans le cadre de formations présentielles. Donc, c'est dans le cadre de formations, je dirais, classiques, qui sont des formations qui préparent à des licences, à des masters, au BTS, soit en alternance, soit en formation continue, et en fait d'utiliser ces technologies-là au sein de salles de cours et non pas à distance en fait dans des sessions de formation à distance, mais bien dans des sessions de formation en face à face pédagogique. Donc le pass omnicanal dont je vous parlais est en deux volets. La première, ça a pour objectif donc de traiter des nouvelles dimensions de la relation client, avec un premier volet où on veut immerger nos stagiaires dans la peau du client. Donc là, au cours de ce premier volet, au premier module, les apprenants travaillent sur les nouveaux comportements du consommateur, hein, du client, comment faire adhérer donc le client à ces nouveaux environnements omnicanal, qui introduisent la relation physique, mais aussi la relation à distance, et comment on passe de l'une à l'autre sans couture, de travailler aussi les besoins d'évolution des banques face à ces nouveaux modèles de distribution, hein, comment la banque peut intégrer ces nouveaux modèles de distribution, et comment nos stagiaires, nos conseillers clientèle ou futurs conseillers clientèle peuvent devenir acteurs de ces changements dans la banque. Donc pour cela, on est parti de films 360 degrés, donc c'est des films qui ont été réalisés et tournés en décor naturel, donc dans des agences, la plupart des agences pilotes dans différents réseaux bancaires en fait, hein, qui ont déjà mis en place des agences pilotes pour projeter l'évolution des espaces de vente, l'évolution donc de ce qu'on appelle les espaces phygitaux, qui donc mixent à la fois du conseil physique, hein, en relation physique avec des conseillers et des experts, mais à la fois aussi de la proposition de services à travers d'automates, à travers d'outils, de logiciels et autres. Donc on a réalisé des films en 360 en caméra subjective où le spectateur, en fait, donc notre stagiaire, est à la place du client, et en tant que client, il va visiter une agence bancaire et il va être pris en charge par un conseiller de clientèle qui va le servir. Donc ceci dans différents environnements, dans différentes banques. Donc on a filmé à la fois des agences pilotes du Crédit Agricole, de Banque Populaire, Caisse d'Épargne, LCL et autres réseaux, si vous voulez. L'idée étant de leur montrer qu'il y a différentes approches, hein, en fonction des réseaux, différentes approches de ces nouveaux espaces, et puis de leur faire prendre, leur faire vivre en fait ce que vivent les clients dans ces nouveaux espaces,
avec à la fois et qu'ils fassent eux-mêmes leur propre expérience en tant que clients dans ces nouveaux espaces. Donc on les immerge complètement dans ces nouvelles agences pour leur faire vivre ce que les clients vivent. Donc on a un petit teaser qu'on va vous projeter. Voilà, je vais fermer mon micro et je pense que Merci. Elle va arriver. Hein. Merci beaucoup. De ce côté, vous avez des écrans digitaux pour vous informer de notre actualité. Je vous envoie directement une première proposition sur votre messagerie. Bien évidemment, si vous avez besoin d'informations complémentaires, je reste joignable par téléphone ou par mail. On a fait un bon tour d'horizon. Est-ce que cet échange répond à vos attentes? Eh bien, écoutez, oui. voilà. Donc, comme vous l'avez vu, donc c'est l'utilisation, hein, comme pour Pôle Emploi, en fait, de cardboard, de dispositifs légers. On utilise avec des smartphones hein, qui sont mis à disposition des stagiaires. Donc, on a un dispositif pour 4 personnes, puisque ils utilisent ces films dans le cadre d'ateliers qui réunit des groupes de 4 et chacun un tour de rôle. Il y a 4 films et chacun un tour de rôle. Chaque participant de chaque atelier en fait va visiter une agence différente dans un réseau différent et faire part de son expérience de client dans ce réseau, et on va tourner comme ça. Donc ça, c'est la première partie du dispositif, sachant que donc le deuxième phase, c'est de mettre nos stagiaires dans la peau du conseiller. Et pour cela, donc on a développé un serious game avec Strass. Et je vais passer la parole à Anne, qui va vous présenter l'outil qu'on a développé avec Strass. Oui, alors dans cette deuxième partie, dans ce deuxième volet, on est effectivement dans la peau du conseiller à travers une formation présentielle structurée par des séquences de serious gaming. Le CFPB souhaitait que pour cette partie game, nous soyons guidés par une philosophie c'est-à-dire by your own device, et donc potentiellement effectivement PC, tablette, mais aussi et surtout smartphone, puisque en fait l'apprenant dispose sur lui la plupart du temps, dans la grande majorité des cas, d'un smartphone. Donc l'objectif pour nous, c'était de développer un jeu en 3D capable d'être joué sur un grand panel de smartphones. Donc journée en présentiel, cross-platform, accès en distanciel, on y reviendra plus tard, et avec un back-office, et j'expliquerai aussi en quelques mots ce que ça signifie. Donc sur le contexte et le besoin, je crois que Gilles a été assez clair, on va peut-être passer rapidement sur ce slide. C'est effectivement mettre les conseillers clients et les futurs conseillers clients au cœur d'une relation commerciale avec leurs clients dans un environnement digital, mêlant donc digital et présentiel. Ce sont ces conseillers clients qui sont vraiment au cœur de cette révolution des nouvelles agences, et c'est eux qui sont vraiment les apprenants cibles.
Alors, comment est structurée la journée? Comment nous l'avons conçue? En fait, elle est découpée en 4 étapes. Elle comporte 7 épisodes de jeu de 30 minutes chacun environ. Et on est face à 7 types de relations clients différents. Chaque séquence de jeu est suivie de séquences de partage et d'animation avec le formateur en salle, de partage d'expérience et aussi de feedback sur ce que chacun a vécu à travers le jeu. Le formateur a la possibilité de suivre sur son PC chaque stagiaire grâce à un tableau de bord qui lui permet de voir chacun. Donc, les parties sont reliées grâce à un back-office que nous avons développé pour cela. Il s'agit donc sur le slide suivant, je ne sais pas si on a la map, voilà, d'un jeu en 3D, disais-je, et on est dans la peau du client, dans la Training Bank, qui est donc la banque virtuelle de l'école de la banque. Ce jeu s'appelle Clientèle Up, et votre mission en tant qu'apprenant est d'optimiser l'expérience client à travers ces séances de jeu. Donc vous incarnez un conseiller client, vous avez le choix de votre avatar, un homme ou une femme. Vous devez donc recevoir vos clients dans le lieu approprié de l'agence, selon ses demandes en fait. L'agence est composée comme une agence réelle de plusieurs espaces. Un espace d'accueil, un espace plutôt privatif, un espace où peuvent se dérouler des visioconférences, etc. Donc, en fonction de l'objectif que vous avez avec votre client et aussi de l'objet de votre client pour venir vous rencontrer, vous le recevez dans un endroit ou un autre approprié. Vous apprenez à travers le jeu à savoir gérer toutes les situations commerciales qui vous sont présentées à travers les cas clients. Vous apprenez également à gérer les différents dossiers qui sont les vôtres et bien sûr dans le respect des procédures. Alors je précise que d'un point de vue pédagogique, le jeu n'a pas pour objectif d'apprendre véritablement les procédures, l'ensemble des procédures commerciales que doit connaître un conseiller bancaire, mais néanmoins, comme l'objectif du CFPB était de vraiment faire des situations approfondies, réalistes, et non pas, je dirais, des drafts de situations un peu minimalistes, mais bien approfondies et réalistes, ça nous a demandé, et ça a demandé au CFPB en particulier, de dérouler des scénarios complexes qui permettent d'envisager toutes les situations et toutes les interactions qu'on peut avoir avec un client dans les différents contextes aussi professionnels. Donc finalement, on touche quand même à la formation quelque part un peu technique, même si ce n'est pas l'objet premier. Ce qui m'amène à préciser qu'en fait, il y a une partie scénarisation qui est vraiment qui a duré plusieurs mois, qui a sollicité de nombreuses ressources au sein du CFPB et au sein de Stras également, pour un scénario assez copieux, assez complet, assez complexe, mais au final, simple à utiliser quand on est dans le jeu. Je parle là plutôt des mécaniques qui sont en back-office. Et donc, vous avez à remplir ces missions avec tous les moyens qui sont à votre disposition, c'est-à-dire les mails, le téléphone, des moyens de visioconférence, des tablettes, etc. C'est-à-dire, effectivement, dans une situation d'une agence digitale telles qu'elles sont de plus en plus aujourd'hui et qu'elles seront toutes demain. Ça demande aussi de gérer des situations dans des contextes très différents parce qu'on ne parle pas de la même façon, ni avec la même posture, ni des mêmes sujets avec un client selon qu'on est en face à face, dans un espace restreint, en intimité, ou bien que l'on est dans un espace un petit peu plus ouvert, avec éventuellement du public qui peut passer à côté de vous, ou bien qu'on est en côte à côte avec un client face à une tablette. C'est pas les mêmes propos et c'est pas les mêmes postures non plus. Donc l'objectif de ce jeu est d'apprendre en fait l'ensemble de ces comportements. La dimension qui est intéressante aussi dans ce jeu, c'est le travail d'équipe, puisqu'effectivement, les scénarios impliquent qu'il y ait une collaboration avec vos collaborateurs virtuels. Vous ne gérez pas tout seul un client dans votre coin, mais vous pouvez faire appel à un collègue en vidéoconférence, etc. Vous avez des reportings à faire. Là, il y a un vrai travail d'équipe à développer.
Si on parle maintenant des éléments de résultats, on en a plusieurs. Il y en a donc qui évaluent, je dirais, la satisfaction du client. Donc, ce sont des jauges clients avec principalement trois jauges. Une jauge d'émotion qui permet d'analyser et de voir immédiatement et aussi d'analyser le ressenti du client pendant l'échange que vous avez avec vous, puisque en fait, je ne vais peut-être pas préciser, mais c'est important de le dire, tout ce jeu est basé sur des dialogues, un échange dialogué entre le client et vous-même. Et donc, c'est la qualité de votre propos, la qualité aussi de votre posture, de votre tenue, de la façon dont vous regardez le client, de la proximité que vous avez avec lui, etc. On a entré beaucoup de données dans ce jeu qui va permettre au client de ressentir euh, un certain nombre d'émotions. Et c'est ce que vous pouvez analyser à travers cette première jauge. Vous pouvez aussi voir le niveau de confiance, la perception de la qualité de la relation, comment il perçoit la qualité de relation que vous instaurez avec lui. Parce qu'en fait, il s'agit bien là, effectivement, d'instaurer une qualité de relation. Et puis, troisièmement, la crédibilité. Là, on est plus sur les éléments, on va dire, plus factuels et objectifs, qui sont du domaine des informations transmises, donc un peu plus techniques. On voit à travers cette troisième jauge si les informations que vous avez transmises à votre client, il les a comprises et elles lui conviennent. Alors, nous avons développé un autre outil qui a demandé aussi pas mal de travail et qui est vraiment très important dans le jeu, qui est un outil à part entière dans la jouabilité, dans le game design et qui est important aussi pour restituer le réalisme de la situation des conseillers bancaires, c'est le CRM. On sait aujourd'hui qu'aucun professionnel dans ce domaine d'activité ne travaille sans CRM, donc ça aurait été extrêmement factice de faire un jeu sans lui donner la possibilité de pouvoir exploiter ce type d'outil. Donc on a développé un CRM digital, bien entendu, qui permet, comme dans la vraie vie, en fait, de pouvoir gérer son agenda, de gérer les dossiers clients, de voir les historiques des opérations, les comptes rendus d'entretien, etc. Donc, il y a un grand nombre de fonctionnalités qui correspondent au cas réel avec les fiches clients, enfin réels, les fiches des clients virtuels que vous rencontrez. Sur la question des résultats, ils sont, comme je vous le disais à l'instant, ils sont enregistrés et restitués en live, en temps réel en fait, et visibles par le formateur dans la salle. Ils peuvent, dans la mesure où ils sont enregistrés, ils peuvent évidemment être restitués de nouveau. Et les résultats là du conseiller client sont selon trois indicateurs. Un indicateur qui évalue le comportement, le niveau des conseils et la qualité des conseils, et la qualité de la communication. En fait, chaque situation est vécue avec un client, enfin, chaque situation vécue, pardon, fait l'objet d'un feedback direct qui est précis, point par point, à la fois qualitatif et quantitatif sur ce qui est dit, sur la façon dont les choses ont été dites, etc. Et qui est partagé en direct avec le formateur. Donc voilà, on peut imaginer assez aisément à travers ces quelques informations que je donne, la complexité du développement informatique que ça suppose en arrière-plan, en feedback. Voilà, donc quelques résumés, quelques points de résumé. C'est un jeu donc, qui peut fonctionner aussi bien sur PC, tablette que smartphone, qui est principalement utilisé aujourd'hui en salle de cours par le CFPB et les différents réseaux bancaires affiliés, principalement sur PC et smartphone, à vrai dire, avec un back-office donc pour la gestion des séances des apprenants, qui permet d'inviter les apprenants, de gérer à la fois les invitations, mais la gestion des cours aussi, le nombre des personnes dans les salles, etc., qui peut se jouer en distanciel également. C'est une question qui a été anticipée et envisagée dès le début du développement du jeu, puisqu'en fait, il est envisagé par le CFPB que des séances pourront avoir lieu pour se performer au-delà de la formation présentielle par les apprenants. Il est évolutif puisque de nouveaux épisodes avec de nouveaux clients, de nouveaux cas, etc. peuvent être ajoutés. Et enfin, il est connecté au LMS pour le tracking.
voilà, le moteur de ce jeu, puisqu'on a vraiment développé un moteur sur mesure qui permet de répondre à toutes ces fonctionnalités évoquées, a été développé sous Unity. Voilà, donc sur le plan des résultats, peut-être que Gilles, vous voulez dire 2 mots sur ce slide-là? Oui, donc sur le premier semestre 2018, donc le deuxième semestre de l'année scolaire 2017-2018, on a organisé plus de 200 sessions pour 3000 stagiaires. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que notre principale crainte était une crainte technique. Hein. On avait à la fois confiance dans notre partenaire sur le développement du jeu, sur les approches pédagogiques, etc. On avait plus de crainte sur les possibilités de diffusion. Surtout, comme vous l'a dit Anne, on a décidé depuis maintenant 1 an, oui, à la rentrée 2017 au CFPB, d'être sur du biode. C'est-à-dire que jusqu'auparavant, on équipait nos stagiaires, nos étudiants ou nos stagiaires de tablettes ou de PC portables dans les salles de cours. Depuis 2017, en fait, on est passé au biode, c'est-à-dire que les stagiaires viennent avec le device qu'ils souhaitent, avec leur propre device, et on n'impose aucune marque, aucun OS. Voilà, donc on avait pour sur Serious Game en particulier, donc un panel très très large de plateformes sur lequel l'outil, enfin le jeu devait fonctionner. Et on a eu, en fait, on a très très peu de difficultés à la fois de chargement du jeu, parce qu'on demande donc à nos stagiaires de télécharger le jeu avant d'entrer en cours. Et au niveau du cours, ils ont uniquement besoin d'une connexion, une connexion Wi-Fi, donc qu'il leur est proposée dans la salle. Mais cette connexion demande très très peu de débit, puisque le jeu est chargé sur le device du stagiaire. Donc au niveau du chargement, je crois qu'on a eu une cinquantaine sur les 3000 stagiaires, une cinquantaine d'appels à la plateforme téléphonique qu'on avait mis, à la plateforme de support qu'on avait mis en place pour le déploiement de ce jeu. Et au niveau après temps pédagogique, expérience de formation, hein, on a un taux de satisfaction qui est proche des 90%. Sur ce pass omnicanal, donc sur les 2 volets, hein, sur l'ensemble du dispositif. Merci. Merci Gilles, j'ai réactivé mon Louis, micro. je te laisse la parole. On va commencer par les questions pour toi, j'en ai noté un certain nombre, voilà. Après on reviendra aussi du coup vers Marion. Du coup pour toi et puis pour Anne, la première finalement qui est un peu similaire à ce qui a déjà été abordé pour Pôle emploi, c'est on comprend bien un peu l'ampleur du dispositif, mettre du digital comme ça dans le présentiel. Donc finalement, il y a une question toujours pareille. Finalement, comment, c'est quoi les facteurs clés de succès? Comment on fait pour accompagner le changement, sachant que du coup, là, on comprend bien que c'est déployé dans plusieurs agences bancaires, peut-être des cultures différentes, etc. Comment se passe le déploiement, l'accompagnement du changement en fait? Alors là, c'est pas mis dans des agences bancaires, hein. Donc l'outil, alors jusqu'à cette rentrée en fait, hein, donc il a été utilisé lors du premier semestre 2018 pour nos formations. Donc en fait, c'est à destination de l'ensemble de nos apprenants qui suivent, comme je l'ai dit tout à l'heure, un cursus diplômant, soit un BTS, une licence, un master. Donc ce pass omnicanal a été intégré dans différentes formations à destination d'alternants ou en formation continue. Donc ça se passe dans nos salles de cours.
dans nos salles de cours ou dans les salles de cours des universités. On a plus de 120 partenariats avec des universités en licence et en master. Donc les cours peuvent être directement dans les CFA de la profession bancaire ou dans les universités, si c'est en alternance. Pour les formations continues, ça peut être dans nos délégations régionales ou pareil chez nos partenaires. Donc ça c'était au niveau de la diffusion et de l'utilisation. Ben, en fait, pareil, moi j'ai oublié ta question. Enfin pour les formateurs finalement, parce que du coup là, si je comprends bien, c'est plutôt dans des formations longues. Ouais. Alors oui, alors pour les formateurs, en fait, voilà, c'était le point. Alors il y avait deux points durs. Hein, c'était, comme je l'ai dit, l'aspect technique, sachant que, mais on en a déjà parlé, sachant que donc on est sur une approche biode au CFPB, hein, donc sur pas une approche, comment dire, un équipement biode. Donc ça, il y avait le côté technique. Je veux dire qu'on a eu que en tant que responsable du projet, ça a été un des premiers obstacles à lever par rapport à mes collègues et puis à tous nos partenaires. Hein, c'était est-ce que ça va marcher. Donc lorsqu'on est dans l'innovation, c'est la première difficulté et une des premières difficultés, c'était pas tant une crainte de la qualité pédagogique du dispositif qu'on allait proposer que d'un échec technique qui empêche le déploiement de la solution et qu'au final on génère de la déception puisque bien entendu un projet comme ça est un projet lourd qui mobilise beaucoup de personnes et que on en parle pendant un an, pendant toute la phase de développement on en parle, tout le monde en parle et il y a bien entendu une communication projet qui est faite autour et que qu'on génère de la déception si jamais l'outil n'est pas accessible par tous ou n'est pas diffusable partout ou, voilà. Et donc ça c'est je dirais que c'est la principale difficulté et celle-ci c'est la gestion de la possibilité d'un échec technique. Donc ça c'est la première difficulté. La deuxième, bien entendu, c'est la mauvaise utilisation du dispositif et que finalement on crée une bulle qui éclate, hein, où encore une fois on génère beaucoup d'attentes et que ça fasse un flop puisque le dispositif est mal utilisé ou mal déployé par les formateurs. Donc là c'est pareil, on avait mis tout ce qu'il fallait en œuvre pour former donc les formateurs, donc avec un recrutement de formateurs spécialistes du comportement commercial, hein, et de l'expérience client, qui ont été formés donc à l'utilisation des outils. Et puis aussi, mais ça c'est ce qu'on fait pour pratiquement toutes les formations du CFPB, c'est un conducteur très très précis. Donc là, on a travaillé avec les équipes aussi de Stras sur l'écriture du conducteur des sessions de formation, hein, donc qui sont écrites, scénarisées, je dirais. Peut-être pas à la minute près, mais en tout cas à la dizaine de minutes près, où tout est écrit, préparé et où l'animateur est outillé et où donc les animateurs sont formés. Les formations se faisaient principalement en classe virtuelle. On comprend bien que voilà, tout ça est très bien pensé. Une question d'Alain, du coup, de quoi les stagiaires sont-ils le plus satisfaits avec ces nouvelles modalités En fait, c'est l'expérience formation, c'est-à-dire que la plupart du temps, ce qui ressortent, enfin, quand on les interroge à chaud sur leur expérience, ce qu'ils disent, c'est qu'ils n'ont pas vu le temps passer. C'est-à-dire que, alors, d'autant plus sur des jeunes en alternance, etc., où on sait que quelquefois que aller en cours, c'est pas forcément en apprentissage la phase qu'ils préfèrent. Hein, ils préfèrent souvent être plutôt en activité professionnelle que en formation. Enfin, pas tous, mais un grand nombre. Et ils trouvent les journées de formation longues par rapport aux journées de travail.
ils les trouvent 2 fois plus longues une journée de formation 2 fois plus longue qu'une journée de travail. Et là, en fait, c'est l'inverse. Ils nous ont dit que le premier sentiment qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas vu la journée passer. Alors, donc ça, c'est le premier élément de satisfaction. Et le deuxième élément de satisfaction, ben, c'est justement de pouvoir apprendre en jouant. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils apprécient énormément. Et puis d'échanger. Donc, c'est aussi la pédagogie active hein, qui est mise en œuvre autour de ces outils, qui est très très apprécié. Et ça, c'est Ouais. Donc il reste plus de 2-3 minutes. Là, je vais poser peut-être une dernière question qui va s'adresser du coup aux deux, à la fois à Pôle emploi et au CFPB à Stras. Et je sais pas, c'est peut-être un peu difficile d'y répondre, mais on va rentrer dans les mains dans le moteur là. Didier qui nous demande finalement, parce qu'on voit bien que ces dispositifs ils sont adaptables, adaptés un peu à chaque cas, au cas par cas, l'expérience utilisateur. Comment finalement fonctionne le lien entre l'apprenant et l'intelligence artificielle qu'il y a derrière en fait? Personnaliser finalement le parcours, l'expérience utilisateur. Une réponse un peu plus technique. Bonjour à tous. Du point de vue vraiment pédagogique derrière, ce qu'il y a pour dire ça simplement, c'est un arbre logique avec qu'on disait tout à l'heure, une grille de scénario et un certain nombre de points qui va être attribués en fonction des types d'actions. Pour vraiment schématiser ça au maximum, il y aura 3 ou 4 types de comportements par réponse. Et chaque type de réponse va implémenter un score qui sera différent. On parlait tout à l'heure des deux séries de jauges, la jauge côté expérience client et la jauge côté performance du conseiller client. Et bien en fait c'est un peu ça qui se passe. Chaque action va faire gagner et ou perdre des points dans les différentes jauges, ce qui aura pour conséquence de faire varier le score et également le feedback, puisque en fait le score va dépendre des réponses qui auront été apportées. Dans le cadre d'une expérience client entre guillemets unique, si on prend qu'un seul client, bien sûr le comportement va changer. Typiquement l'avatar à l'écran va visuellement changer d'expression visuelle. Il va sourire ou faire la moue en fonction des réponses. Également, les points vont être affichés. On va voir effectivement que la réponse a été bien ou moins bien perçue par le client. Et cela va contribuer à avoir ce qu'on appelle en pédagogie des feedbacks. On en parlait tout à l'heure, des feedbacks visuels et sensoriels immédiats qui vont très clairement impacter l'expérience de l'apprenant, mais aussi la simulation en situation de travail. Côté de Pôle emploi, Marion Non, je vais pas compléter. Notre service, il est construit exactement de la même manière. En fait, tout a été scénarisé en fonction de l'avatar choisi et de l'offre d'emploi, du métier et de la complétude aussi du CV qu'on va choisir en fait. Et ensuite, voilà, ça va proposer le système de scoring en fonction des réponses apportées. D'accord. Donc peut-être une dernière question là qui était reposée 2-3 fois. Finalement, le planning, le budget, l'ordre de grandeur, en fait, au niveau de Pôle emploi. Moi, honnêtement, je suis désolée, je n'ai pas ces éléments et je ne suis pas certaine que la chef de projet m'autorise à communiquer les éléments de budget en tout cas. Mais après, si besoin, je peux récupérer les éléments et vous les donner. Gilles ? Au niveau du budget, au niveau des films 3D, donc en fonction du scénario, de la complexité du scénario, du nombre de cas, les films ont coûté entre 10 et 12 000 à peu près le film. Donc ce sont des films assez courts, hein. Ce sont des films de 7 minutes, de 3 à 10 minutes, non. 5 à 10 minutes, pardon. 5 à 10 minutes. Donc chaque film a coûté, alors c'est des films scénarisés, il y a des comédiens, etc., hein, puisqu'on est en vue subjective. Alors il y a un mélange de comédiens et de collaborateurs, en fait, des agences bancaires. Hein. Mais
faut compter une journée de tournage plus un montage assez lourd, etc. Donc c'est quand même des tournages qui sont assez lourds et les films ont coûté en fait pas beaucoup plus cher que si ça avait été des films simples. Hein. Ce sont des films à 360. C'est pas beaucoup plus cher, un petit peu, mais je dirais que c'est peut-être 20 à 30% plus cher. Après, bien sûr, c'est au niveau du déploiement où c'est plus cher, il faut un équipement, etc. Au niveau du serious game, un serious game, alors je vais pas donner le prix de celui-là, mais Anne elle complétera, mais je pense que sur ce type de serious game, c'est entre 100 et 200 000 euros en fonction du nombre de scénarios, de la complexité. Enfin, je pense que le ticket d'entrée est quand même assez élevé. Hein. Enfin, je sais pas, Anne a peut-être une autre idée. Moi, je pense quand même que le ticket d'entrée est assez élevé. C'est quand même un ticket d'entrée qui est plutôt vers les 80, 100 000 euros. Bon, après encore, ça dépend énormément du nombre d'avatars, du nombre de personnages, du nombre de séquences, de scénarios, etc. Mais c'est quelque chose qui est assez élevé. Et voilà, je pense que sur un outil comme ça, voilà, c'est entre 100 et 200 000 euros en Oui, fonction du c'est ça l'ordre de du grandeur. nombre de Après, scénarios. les Je laisse serious Anne games, il y en compléter. a de toute forme et de toute dimension et de tout budget. On en produit aussi qui sont juste avec quelques dizaines de milliers d'euros. Mais oui, là, on a vu que c'était avec beaucoup de personnages, des environnements différents, des outils, un gros back-office, etc. Sur le temps de développement, il y avait une question qui portait là-dessus tout à l'heure. On a travaillé, je dirais vraiment d'arrache-pied parce que c'était le cas pendant 9 mois à peu près. Oui, c'est ça. Une gestation de 9 mois. Vraiment, vraiment d'arrache-pied parce que pour Oui. produire ça en 9 mois, c'est un gros, gros travail. Ok, bah, ce sera peut-être le mot de la fin, du coup, parce que là, on a passé l'heure, mais oui. Juste, voilà, j'ai juste un complément à apporter parce qu'on était sur la réalité virtuelle. Alors, ce jeu, on n'a pas choisi de l'utiliser en réalité virtuelle, mais il est tout à fait, en fait, transformable en utilisation en réalité virtuelle, comme celui de Pôle emploi. En fait, nous, on n'a pas choisi de le diffuser en réalité virtuelle pour différentes raisons et aussi pour des raisons budgétaires. Mais en fait, c'est exactement la même chose. Enfin, Anne complétera, mais si on veut l'utiliser en réalité virtuelle avec des casques. Okay. Oui. Donc, ok, bah, ce sera le mot de la fin. Du coup, voilà, on a bien vu qu'aujourd'hui, finalement, toutes ces technologies-là sont aussi très utiles sur les compétences comportementales, de même que sur les compétences techniques, en fait. Donc, il nous reste à vous remercier, donc Marion, Gilles, Anne, pour ces retours d'expérience, et puis à vous tous pour cette participation. Eh bien, on va vous souhaiter à tous de bonnes fêtes de fin d'année, une bonne fin d'année, et puis on vous invite à nous retrouver dès janvier, en fait, pour un nouveau programme avec une nouvelle webconférence sur des nouveaux thèmes chaque mois. Donc, on vous redit que tout est disponible en replay sur la chaîne YouTube du FOD et sur le site internet. Vous retrouvez les présentations et autres. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous les communiquer par intermédiaire d'Aurélia. Merci beaucoup.